Bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver de manière numérique. Nous en avons pris l'habitude, même si les choses évoluent. On se retrouve ce soir pour évoquer un thème majeur, qui finalement est le thème qui crée société. Notre différence première avec les autres êtres vivants, c'est justement la capacité à transmettre. On avance parce qu'on transmet. On avance parce qu'on apprend normalement de ce qui s'est passé auparavant. On avance parce que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, d'autres personnes nous apprennent des choses, nous inculquent des savoirs, nous font partager leur expérience. Parfois, nous faisons partager notre propre expérience. On avance parce que des formes de réciprocité existent autour de cette notion de transmission. On avance parce que une société qui ne transmet pas est une société qui voudrait se réinventer tous les jours. Mais une société qui veut se réinventer tous les jours, c'est une société qui, d'une certaine façon, ne sait pas avancer. On avance parce qu'on est capable de connaître nos racines. On avance parce qu'on est capable de savoir d'où on vient. Et finalement, un des propos, un des projets de la Fondation Corian pour le bien vieillir, c'est cette notion de transmission. Depuis le début de la création de la Fondation, la question de la transmission a été l'une des questions, l'un des axes majeurs de travail de la Fondation d'une manière générale. On avance parce qu'on transmet, on avance parce qu'on est capable d'écouter ceux qui transmettent, à la fois ceux qui font le métier de transmettre, et puis ceux qui sont les transmetteurs, d'une certaine manière. Eh bien, pendant cette heure juste, 18h, 19h pile, pendant cette heure, nous allons évoquer ces questions autour de la transmission. On va les évoquer un jour particulier, nous sommes le 17 juin. Aude. La veille du 18. C'est vrai aussi, bravo. Le 17 juin, et exactement. Non, mais il s'est passé quelque chose le 18 juin, Oui. me semble-t-il. Oui, mais je voudrais transmettre sur le 17 juin. Bien. Le 17, mais la même année, 1940. Jean Moulin, ce jour-là, a tenté de se suicider pour ne pas signer un faux. On lui demandait pour accuser, si je me souviens bien, c'était le 26e régiment de tirailleurs sénégalais pour les accuser de quelque chose qu'il n'avait pas fait. Et donc, il a essayé de se suicider, et puis bon, il a raté, ce qui est très bien. Et puis ensuite, ça a été l'épopée Jean Moulin. Mais encore une fois, la transmission, transmettre l'histoire, transmettre ce qui a été fait, en bien ou en mal. Mais regarder les choses, pas les oublier, pas les désacraliser. Finalement, c'est aussi ce qu'on va faire pendant une heure. On aura d'ailleurs dans les intervenants quelqu'un qui a eu une longue histoire autour de tout cela. Alors, pour transmettre, pour échanger, nous avons avec nous, ou de manière numérique, au loin, mais si près dans nos cœurs, et puis directement avec nous, 4 personnes, plus à la fin notre grand témoin, Pierre-Henri Tavoyot. Alors, avec nous, en chair et en os, Sophie et Régine. Bonsoir. Bravo, merci. Régine Zohar, Sophie Pilote. On reviendra avec vous tout à l'heure sur tout ce que vous avez fait, mais finalement, d'une certaine manière, l'une et l'autre, vous êtes des auteurs, et l'une et l'autre, vous créez en vous appuyant justement sur l'apport, sur la transmission, sur le témoignage des personnes. Et donc, c'est autour de ces deux initiatives-là, l'une que l'on suit depuis longtemps, c'est la 3e année avec les podcasts, et puis l'autre qui s'est initiée juste au moment, je me souviens des premiers échanges, c'était un petit peu avant le premier confinement, enfin dans cette période-là. Dans cette période. Voilà. Et donc, on va y revenir très vite. Et puis, ensuite, 2 personnes qui ont été des acteurs directs de toute cette aventure, avec Nadège Kachadourian, qui est quelque part vers Marseille, ici, devant nous. Merci, Nadège, de nous avoir rejoints. Et puis, Antoine Sanchez. Bonsoir. 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 Et Antoine Sanchez, qui doit être avec vous, et qui a été une des personnes, un des témoins, même le premier d'une certaine manière, sur le premier podcast. Et puis on a vu très rapidement notre ami Pierre-Henri Tavoyot qui nous fait l'amitié d'être le grand témoin. Donc Pierre-Henri aura un rôle difficile au début, que nous partageons parfois, qui est celui de ne rien dire. Et ensuite, ça sera pour dire justement. Je suis très bon là. Voilà. Je sais que c'est un exercice pas facile. On s'entraîne parfois, mais voilà. Et Pierre-Henri, d'abord, est un ami. Ensuite, c'est quelqu'un qui fait œuvre de philosophie. Et aussi, c'est le regard sur l'âge, c'est le regard sur la transmission que l'on nous demandera à ce moment-là. On va démarrer d'abord, Aude,
Alors, on va démarrer par un micro-trottoir, mais d'abord, je voudrais rappeler à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux que vous pouvez donc poser vos questions en direct via le système de chat, de façon à ce que nos invités ici présents et en visio puissent y répondre. Et effectivement, on va démarrer par un micro-trottoir. Nous sommes allés questionner des personnes dans la rue pour leur demander eh bien, tout simplement ce que ça représentait pour eux, la transmission. Est-ce qu'ils avaient voilà, des exemples concrets à nous donner, des souvenirs précis autour de la transmission? Donc on les écoute et on en parle après. La transmission est ce qui va donner un bon départ, je pense, à la vie, surtout lorsqu'on est enfant ou adolescent. Les enfants sont reconnaissants de ce qu'on leur a apporté. Et ça, c'est important pour nous, c'est une réussite dans la transmission, évidemment. Il y a un aspect naturel aussi. Je pense que oui, sur le plan philosophique, par exemple, nous en terminale, on apprend ça, nature-culture. Oui, il y a un aspect acquis, il y a une acquisition et une transmission, mais je pense aussi que nous sommes des hommes, des êtres humains, et évidemment qu'on porte ça en nous. Je pense vraiment qu'on a beaucoup à apprendre des aînés. Tirer leçon de leur vie, des choses qu'ils ont faites, bonnes ou mauvaises, ça nous permet d'apprendre toujours plus. Pour les petits enfants, en revanche, quelquefois on peut être un peu décalé. Donc la transmission, il faut être prudent dans la transmission notamment des valeurs. Il faut aussi que ça corresponde à ce qu'ils rencontrent dans leur vie courante. Les valeurs, le courage, le respect de l'autre. La politesse. Je lui ai transmis le goût de la culture. Je lui ai appris la musique classique, je lui ai appris à aimer l'opéra. Une chose que mes parents m'ont transmis qui sont vraiment importantes, c'est vraiment la force du travail et la persévérance dans le travail. Je pense que ça permet d'aller très loin et c'est vraiment une valeur que j'ai aussi transmettre à mes enfants. À mes futurs enfants, j'aimerais leur transmettre l'intérêt aux autres, qui s'intéressent aux gens, comme mes parents me l'ont appris. Et puis aussi se poser les bonnes questions sur pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Et ça leur permettrait de s'intéresser à des questions profondes et leur donner un vrai sens dans la vie. On sent que certains étaient prêts à passer l'épreuve de philosophie du bac. Oui. C'est rassurant. Bien sûr, c'est intéressant. Et on voit bien que même jeune, je peux déjà me projeter dans ce que je pourrais, ce que j'aurais envie de transmettre. Alors, Sophie d'un côté et Nadège de l'autre, en réaction, je dirais, à ce micro-trottoir, justement pour vous, à titre à la fois d'abord personnel et ensuite professionnel, qu'est-ce que ça vous évoque, cette question de la transmission? Alors c'est amusant parce que je pensais pas du tout qu'ils allaient parler que des valeurs. Moi, la transmission, ça m'évoque des histoires de vie. Et en fait, dans mon histoire personnelle, ça rejoint le documentaire sonore. C'est-à-dire que la première fois que j'ai eu un enregistreur, où j'étais adolescente, où j'ai acheté mon magnétophone cassette, parce que j'ai une certaine, je peux déjà transmettre aux plus anciens. J'ai été interviewée, ma grande-tante, parce qu'elle pouvait me raconter, quand je suis lorraine d'origine, quand la famille était partie, avait quitté la maison parce que l'armée allemande arrivait. Alors moi, vous parliez tout à l'heure de la Deuxième Guerre mondiale, moi c'était la Première Guerre mondiale, et ça m'a permis, dans cette histoire qu'elle m'a racontée, ça m'a permis de comprendre des choses de ma famille, et puis ça m'a permis de mettre de la chair, de l'émotion dans ce que j'apprenais à l'école. Pour moi, c'est ça, la transmission, et ce que je fais aussi dans la voix des aînés. Merci beaucoup. À transmission, il y a le savoir, il y a aussi l'émotion. C'est un peu ce partage des deux. Nadège, pour vous, à titre à la fois personnel et professionnel, oui. Qu'est-ce que ça vous évoque, la transmission? Déjà, d'un point de vue personnel, je suis un peu comme Sophie, je suis surprise par rapport au fait qu'il ne parle que des valeurs. Parce que, alors c'est peut-être parce qu'on a fait effectivement ce retour avec Sophie et on a une image maintenant qui est arrêtée sur les transmissions des personnes avec qui on travaille aujourd'hui. Mais pour moi, elle est importante pour comprendre comment en fait la génération de nos grands-parents se sont battus pour avoir des droits et des libertés que nous avons le privilège aujourd'hui d'avoir. Il est évident que les privilèges ne sont pas arrivés par hasard. Il aura fallu qu'ils traversent des combats, des épreuves. Et je trouve que la nouvelle génération d'aujourd'hui, elle n'est pas assez au courant de ça.
Et pour moi, la transmission, c'est ça, c'est de savoir, voilà, le mode de vie était complètement différent avant d'aujourd'hui. Et pour moi, c'est la transmission, elle part là-dessus. C'est voilà, comment on en est arrivé là aujourd'hui et pourquoi et grâce à qui. D'accord. C'est aussi la question des racines et de l'histoire, justement, et que les choses ne tombent pas comme ça tout de suite, un beau jour. Ouais. Merci beaucoup. Et sur un plan plus professionnel, alors qui sont liés aussi à vos activités, à votre métier. Après, tout à fait, tout à fait. En fait, moi, le retour que je peux en faire au niveau professionnel, c'est que les échanges qu'on a pu avoir avec Sophie par rapport à notre expérience avec les résidents, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Il y a des vécus qui sont complètement différents, ils n'ont pas tous vécu la même chose et pourtant ils se comprennent tous. On a été énormément émus par certaines situations. Ça a créé des liens très très forts après. Et je pense qu'ils ont besoin de parler, ils ont besoin de se faire comprendre. Et aujourd'hui, ils sont dépassés par ce qui arrive aujourd'hui aussi. D'accord. Voilà, c'est pas du tout la même. Ils n'ont pas la même vision. Voilà, c'est particulier. Ok. Sophie, sur un plan professionnel, justement, cette Alors, question de transmission, moi, je suis c'est un peu votre métier. ravie de revoir Nadège parce que c'est avec elle qu'on a fait la première série qui était sur le droit des femmes. Et je pense que moi, ce qui m'a beaucoup porté dans cette histoire, c'était que je trouvais que la jeune génération ne se rendait pas compte que le droit de vote, le droit à la contraception, le droit d'avoir un carnet de chèques, le droit à l'IVG, tous ces droits, en fait, la génération qui actuellement est résidente dans les EHPAD que nous avons rencontrés, ils l'ont connu, quoi. Ils ont connu aussi quand ils n'avaient pas droit. Et on a eu les premiers témoignages de femmes qui allaient voter. Et je pense que c'est très, très important. Et je rejoins aussi Nadège quand elle dit, voilà, ce qu'ont fait les générations pour qu'on ait un certain nombre de droits. Je pense que c'est très, très important de se rendre compte que ce n'était pas il y a 2 siècles, que la génération, elle est vivante et qu'elle peut en parler. Oui. D'ailleurs, on avait une résidente qui disait « Moi, j'engueule mes petites filles quand elles ne vont pas voter. » Oui, voilà. Parce que pour ces personnes-là, il y a quelque chose d'autre derrière qui est ce droit unique qu'il n'y avait pas auparavant, et ainsi de suite. On y reviendra, c'est aussi cette notion de transmission, ce document authentique des gens qui ont pu le vivre et donc qui le transmettent autrement que par des livres d'histoire et autres, puisque c'était leur propre histoire. Alors, à propos de propre histoire, on a avec nous Antoine Sanchez, qui est aussi à la résidence émilienne. Et Monsieur Sanchez, vous justement, vous avez été un des grands participants de cette aventure de podcast. Et pour vous, qu'est-ce qui est important de transmettre à vos enfants, à vos petits-enfants, à vos arrière-petits-enfants, à d'autres personnes aussi qui ne sont pas directement de la famille? Qu'est-ce qui compte dans cette notion de transmission? Qu'est-ce qui est important pour vous de transmettre? Tout d'abord, bonjour. Merci, messieurs, dames. Essayez, dans la mesure de notre possible, d'avoir une certaine éducation envers de nos enfants pour essayer de les pousser à faire ce que peut-être vous avez réussi à faire, ne pas faire ce que vous avez loupé, et puis les laisser libres. Voilà notre avenir. D'accord. Finalement, pour vous, bien. la transmission, c'est aider les plus jeunes à devenir des adultes. Oui. Essayer de leur donner un petit peu de notre expérience, qui souvent n'est pas grande. Mais enfin, on essaie. On sait bien que la jeunesse maintenant nous dépasse. On est très heureux de les voir arriver, de voir ce qu'ils sont devenus. Et c'est notre plaisir. Ah, c'est joli. Il y a aussi un plaisir à transmettre. Exactement, monsieur. Super, merci beaucoup, monsieur. Exactement. Alors, je vais me retourner vers Régine. Vous, la transmission, c'est votre métier. Oui. C'est votre job. Hein. Oui. Voilà. Et vous êtes biographe, vous écrivez justement l'histoire de personnes, souvent des personnes anonymes, pas
pas nécessairement les rois, les reines, que sais-je encore, et des gens que vous rencontrez. C'est vrai. Il y a aussi un échange, il y a aussi une rencontre, il y a aussi quelque chose qui se passe. Oui. Vous et les personnes. Je présume d'ailleurs que selon comment ça se passe, la transmission n'est pas du tout la même, voire même il y en a peut-être, parfois il n'y en a pas. Et comment ça se passe? Comment les gens ont envie d'aller vers vous? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Il y a une envie de laisser une trace. Je vais peut-être pas partager entièrement les différents avis que j'ai pu entendre, et c'est tant mieux. Je vais essayer d'apporter quelque chose de plus. Mais la transmission, elle se cache de partout. Ça peut être dans des recettes de cuisine, ça peut être dans du jardinage, ça peut être dans des poèmes. C'est pas forcément des grandes valeurs. Les gens, ils ont envie qu'on ne les oublie pas. Or, aujourd'hui, à l'heure d'Internet, des réseaux, ils sont un peu largués, les grands-parents. Et souvent, ils ne vont pas connaître leurs arrière-petits-enfants. Donc, ils se disent, qu'est-ce que je peux laisser en plus qu'un album de famille, des photos qui sont jaunies, que les enfants ne regardent pas parce qu'aujourd'hui, c'est tout sur Internet ou dans l'ordinateur. Un livre. Dedans, il y a de tout. C'est un peu la liste de mes envies. Donc, il va y avoir des faits importants à leurs yeux qui seront mineurs aux nôtres. Et c'est ça qui est passionnant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de petite vie. Il n'y a que des histoires uniques. Et c'est ça que j'ai appris, moi, depuis presque 30 ans que je suis biographe. C'est à être très humble par rapport aux gens que j'ai en face. De ne pas penser qu'il est moins important qu'un client que j'ai eu avant, qu'une personne que j'ai croisée la veille, parce que sur la carte de visite, il ne remplit pas toutes les coches. Il ne coche pas toutes les cases, pardon. Moi, la plus belle biographie que j'ai pu faire, et je veux rendre hommage à cette femme qui est décédée aujourd'hui, elle avait 50 ans, elle avait un cancer en phase terminale, elle ne savait ni lire ni écrire. Et c'est la biographie la plus bouleversante que j'ai pu faire. Parce qu'elle était incapable de relire ce que j'écrivais, donc je ne savais pas si j'étais dans le vrai ou pas, donc j'étais obligée de tout lui relire. Donc c'est passé par l'oralité. Elle était haïtienne, donc ça allait bien, cette culture-là. Mais c'est certainement la plus bouleversante des biographies. Une famille lettrée qui voulait simplement laisser 6 M6 boutiques à ses enfants. Et en fait, c'était des robots qu'elle avait achetés sur la M6. Et elle appelait ça des M6 boutiques et sa biographie. C'est joli. Et c'est l'importance, Orwell parlait des gens ordinaires. Exactement. Il n'y en a pas des gens ordinaires. Et il n'y a pas de gens ordinaires. Et chacun a sa trace. Bien sûr. À laisser. Et votre travail, c'est aussi celui-ci. C'est aussi donner finalement de la visibilité et de l'histoire à des gens qui ont une histoire, mais qui n'est pas l'histoire. Exactement. Mais les petites histoires, souvent, construisent l'histoire. Mais c'est ça qui fait la vie, bien sûr. D'ailleurs, ça a été un des très très grands débats entre les historiens. Ceux qui, après, ça a été l'école des annales, ça a été des gens comme ça, Duby et autres, justement de raconter aussi l'histoire des gens. Qui à la fois qui subissent, et puis qui construisent. Donc c'est joli comme tout. Justement, Aude, à propos de cela, on arrive sur le livre, justement. Et oui, tout à fait. Nous sommes très très fiers avec Régine et les équipes de la Fondation qui ont participé à ce livre. Je pense à Hélène et Dricia notamment. De vous présenter ce livre écrit par Régine, Territoire et mémoire de vie, à Marseille. Alors pourquoi Marseille ? Parce que c'était facile, Régine est marseillaise. Et on s'est dit, comment raconter cette ville à travers le regard et la mémoire de personnes qui ont vécu, pour certains, toute leur vie, pour d'autres, une grande partie de leur vie. Et voilà, donc elle est allée interroger des résidents qui vivent aujourd'hui en maison de retraite à Marseille et qui nous racontent des petits bouts de leur vie, des petits bouts de quartier de Marseille. Et c'est absolument bouleversant. J'utiliserai le même mot parce que c'est à travers leurs yeux, à travers leurs souvenirs, on a l'impression de replonger dans le Marseille des années 40, 50, 60. Donc ce livre est aujourd'hui disponible en téléchargement sur le site de la Fondation Corian et il sera bientôt disponible en version papier et bien sûr communiqué à l'ensemble des établissements marseillais et des résidents et de leurs familles qui ont participé à cet ouvrage. Et quand nous reviendrons à Marseille, quand les matinales seront possibles en vrai ou autre, ça sera aussi une occasion pour en reparler et aussi pour le présenter.
Dites-nous peut-être, Régine, justement, je me souviens très bien quand nous avez contacté tout ça, mais racontez-nous un petit peu la genèse de tout cela. Comment ça s'est... D'abord votre idée et comment ça s'est mis en place? Mon idée était qu'effectivement, en plus c'était une période qui était un petit peu particulière. On était en plein confinement, on n'en était pas encore sorti lorsque l'idée a été acceptée par Aude Letty et par la Fondation. Et donc la première difficulté a été de trouver des résidents. Donc les équipes de Aude ont contacté différents établissements. Donc je suis allée sur 4 établissements. Et j'ai travaillé, vraiment je veux les remercier parce que ce soit les directrices, directeurs et les psychologues en particulier ont été ça a été un bonheur de travailler avec eux parce que dès que j'étais en difficulté, je pouvais m'appuyer sur eux en disant alors là, tel résident, j'y arrive pas, ou qu'est-ce qu'ils ont exactement, comment je peux les aborder de la bonne... Et ils m'ont aidé, m'ont conseillé. Donc c'est grâce à eux aussi qu'on a pu faire ce livre. Ça, voilà, clairement, très clairement. Donc j'ai vu une 30aine de personnes et résidents et autant d'histoires et je me suis régalée. Vraiment, mais vraiment. Je me suis régalée. Simone qui nous parle de ses fleurs et moi je ne savais même pas qu'il y avait des champs de tulipes à la sortie de Marseille. J'ai appris des choses sur ma ville, je veux dire. Ça peut être... moi je les ai appelés par leur prénom parce que je trouvais que c'était plus simple pour moi en tous les cas, et qui allait à la plaine. Tout le monde à Marseille connaît la plaine pour vendre ses légumes parce que ses parents étaient métayers, c'était des familles de vendeurs de légumes et forcément elle est tombée amoureuse du vendeur de légumes d'un autre quartier de Marseille. J'ai appris des choses sur ma ville, que les gens étaient réveillés par le bruit des chevaux, mais je parle pas de mon arrière-grand-mère, je parle d'une dame qui pourrait être simplement ma grand-mère, voire ma mère. Donc c'est vieux, mais pas si vieux. Il y avait des chevaux, des calèches, des chariots dans la ville de Marseille pour porter les légumes. Il y a beaucoup de gens qui vont se moquer de moi en disant « Mais comment elle ne savait pas ça ?» Et non, moi je suis née à Marseille dans les années 60 et je n'ai pas connu ça. Ça permet aussi de rappeler que ces femmes et ces hommes ont connu en une génération un bouleversement sans doute comme aucune génération n'a pu connaître. C'est aussi, ça c'est bouleversant. C'est joli d'ailleurs de dire, là aussi vous dites votre plaisir, vous dites ce bouleversement. C'est ça aussi, la transmission, encore une fois, c'est aussi du plaisir. Oui, c'est transmettre des émotions. Voilà. On parle souvent de devoir de mémoire, il y a un côté un peu, mais c'est aussi plaisir de mémoire, ou nécessité de mémoire. Voilà. On pourrait trouver il faut de la joie, il faut de plaisir. Il y a une joie de mémoire. Voilà, oui. Ou mémoire de la joie. Alors, Nadège, pareil, dans l'établissement où vous êtes, beaucoup de résidents ont participé à cette aventure. Et dites-nous un petit peu comment, ce que ça leur a apporté, et puis aussi peut-être comment les familles ont-elles réagi? Pour les résidents, en fait, l'intégration d'un tel projet qui a été proposé était déjà quelque chose d'inédit. Donc ça leur a fait du bien de s'engager dans ce projet, en plus parce que les échanges avec Régine, comme elle le disait tout à l'heure, ils sont intervenus juste après une période difficile pour eux. Donc ce travail, il était très intéressant et aussi très valorisant pour les résidents. Et le devoir de mémoire était vraiment nécessaire pour nous tous d'ailleurs, qui vivons sur le même territoire, pour reprendre le titre de l'ouvrage. Pour avoir vu les résidents après et pour en avoir discuté avec eux, il y a eu beaucoup de phrases du type ça leur a fait vraiment plaisir qu'une personne de l'extérieur s'intéresse à eux. Ressasser certains souvenirs leur ont fait un petit peu de peine parce que s'ils avaient des choses à changer, ils auraient pu le faire avant et puis que là, pour eux, c'est trop tard. Ou j'ai raconté ma vie avec un immense plaisir. Voilà, enfin, ils étaient tous très, très, très contents de cette expérience-là. Les familles, en fait, elles étaient très enthousiastes que nous puissions valoriser l'histoire de vie de leurs parents et pouvoir immortaliser leurs souvenirs aussi dans un livre. Voilà. D'ailleurs, il y a deux proches de résidents qui ont participé aux échanges. D'accord, oui, donc il y avait vraiment une implication assez forte des familles. Oui. Et d'ailleurs, on pourrait dire que, est-ce que ça a intéressé... Ils attendent avec impatience... Ah oui, la sortie, le voir. Ouais. Est-ce que ça... Régine nous disait, il y a des gens
qui ont peut-être redécouvert Marseille, ou des gens qui se moquaient un peu en disant comment tu ne savais pas. Je suis pas sûr qu'ils sachent eux-mêmes, mais bon. Est-ce que les salariés de la résidence, est-ce que aussi écouter cette parole, est-ce que ça les a intéressés? Est-ce que ça fait évoluer leur regard sur les résidents en question? Ah oui, 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 complètement. Après, il y a des conversations qui restent ciblées après, parce que voilà, au-delà du soin, après, il y a l'affectif qui prend le dessus, et puis ça s'échange, ça discute. Et puis il y a aussi des points communs aussi. Quand on discute pas avec le résident, on les connaît pas, nos points communs. Donc quand on commence à rentrer dans une vie, on s'aperçoit qu'au final, on a des points communs, on a des sujets communs, des lieux communs, et ça crée forcément des échanges beaucoup plus constructifs. Oui, vous avez parfaitement raison d'évoquer cela. C'est-à-dire qu'au fil des générations, il y a aussi des permanences, il y a aussi des états d'esprit qui peuvent être le même, peut-être avec des techniques différentes, peut-être même avec des mots différents, mais il y a quelque chose derrière, voilà, un goût commun. À 80 ans de distance, on peut retrouver et partager ce goût commun, peut-être avec un autre regard, bien sûr, mais on peut retrouver des choses. Vous avez parfaitement... C'est très très joli de rappeler cela. Monsieur Sanchez, vous aussi, quand vous avez témoigné, alors vous, on a bien saisi que vous avez vu du pays. Hein, il y a Tanger au démarrage, il y a le Tarn-et-Garonne, il y a vraiment beaucoup de choses. Vous avez été une sorte de globe-trotter. Vous avez été un Tintin au moment de la lettre, en quelque sorte. Qu'est-ce que, de tous ces territoires, d'ailleurs, quand je dis territoire, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on vous demande si on vous demande, est-ce que vous vous sentez d'un territoire particulier, d'un pays particulier, d'une ville particulière? Est-ce qu'il y a... Ça veut dire quelque chose pour vous, finalement, pas tellement? Oui, bon, un pays particulier, c'est logique, c'est le mien, c'est le Maroc. Il y a trop de souvenirs. J'ai vécu 34 ans au Maroc, donc ça laisse des traces. Et ensuite, par ma profession, j'ai eu l'occasion de voyager, de beaucoup voyager, de connaître beaucoup de personnes, des hauts placés, des chefs d'État, etc. Et ça vous ouvre un peu l'esprit. Et ça vous fait voir la vie d'une autre façon. Voilà où on en est. D'accord. Et est-ce que, du coup, vous pouvez, toute cette expérience très, très riche, justement, vous arrivez à la transmettre de manière, je dirais, simple, accessible à d'autres personnes? J'essaie. Oui, j'essaie. Premièrement à mes enfants, ensuite à mes amis et ici au personnel de cette glorieuse maison, hein, qui est la maison d'Émilie, où nous sommes très bien reçus. Et ça, je leur tire mon chapeau. Parce que il faut voir le travail que font ces dames. Et merci pour elles. Merci de ces remerciements. Ça leur va droit au cœur. Et c'est vrai que c'est d'abord des histoires humaines. Alors, Sophie, vous avez... Moi, je voudrais rajouter que j'ai eu énormément de plaisir à partager la passion du son avec Antoine, parce que de quoi on a parlé, à votre avis, hein? Oui, de radio peut-être. De radio, d'enregistreurs, que lui, à son époque, quand il a commencé, les enregistreurs, il y avait un fil, quoi. C'était vraiment le fil à la patte, fallait le brancher. Donc vous imaginez, pour faire du reportage, comme c'était pratique. Mais bon, ça, je vous laisse après écouter l'épisode 1, je ne veux pas en dévoiler plus. Mais en tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à échanger autour de la radio. Oui, il faut dire aux millions de personnes qui nous écoutent, par d'autres moyens aujourd'hui que la TSF et autres, que M. Sanchez avait démarré sa vie professionnelle avec Radio Tanger. Et donc à une période, c'était le tout début des radios, avec donc, des techniques aussi très lourdes. 47, je crois, voilà. Oui, il démarre. Voilà. Alors, d'ailleurs, vous, votre travail, c'est aussi, la dernière partie, c'est aussi beaucoup sur ces questions de territoire, justement. Hein, d'ancrage d'une certaine manière et quelle est la parole justement des anciens, les aînés, la parole du lieu où ils vivent? C'est quoi l'importance pour eux? Enfin, est-ce que ça a une importance comme l'idée qu'on peut s'en faire, ou est-ce que finalement c'est pas si net que ça?
Ah bah, c'est une importance énorme. Moi, je vis en milieu rural. D'ailleurs, on s'est rencontrés autour d'un projet qui s'appelle Oreille en balade, et où la Fondation Corian a permis qu'on aille jusqu'au bout, puisqu'on a remporté, je crois, le premier prix, c'était en 2018. Hein. Et c'est essentiel parce qu'on a plein de petits patrimoines en milieu rural. On a le four à pain, on a le puits, on a le lavoir, on a tout ça. Mais j'ai tendance à dire que si on fait rien, d'ici quelques années, les enfants, ils vont passer devant ça, ils n'auront aucune idée à quoi ça servait. C'est le patrimoine oral. Et il est essentiel. En plus, c'est cette génération, et vous le rappeliez très bien, qui a vécu avant les 30 Glorieuses, donc qui a vécu encore une vie en milieu rural, qui était une vie traditionnelle, où la transmission, là, elle était, voilà, ça bougeait pas beaucoup, on se transmettait vraiment les choses. Et ils ont basculé dans une vie très, très différente. Donc, il y a ce besoin aussi d'être reconnu dans sa culture. Mais en même temps, c'était compliqué, mes premiers interviews, parce qu'ils me disaient... Pourquoi ça vous intéresse, vous? Mon fils, ça ne l'intéresse pas. Je me dis, mais c'est tout de même bizarre. Et en fait, le fils ne posait pas de questions non plus. Et je crois qu'il y a beaucoup ça. Et le jour où on a gagné, c'est le jour où on a eu une petite fille, parce qu'on avait travaillé aussi avec les écoles, qui m'a dit, maintenant, je sais que ma grand-mère, elle a plein de choses à raconter. Et c'est vrai que pour moi, la voix des aînés, c'est aussi ce but-là. J'aimerais tellement que les enfants des résidents, ça leur donne envie de venir avec un enregistreur ou sans enregistreur, mais poser des questions et faire raconter leur vie, parce que souvent, les personnes que j'interviewe me disent « Oh, vous savez, ça n'intéressera pas mes enfants ». Il y a un monsieur où j'ai passé... On a passé 2 heures, on a largement dépassé le métier. On est parti sur la guerre, sur la résistance, sur plein de choses. Et à la fin de l'interview, je lui ai dit « Je ne vais pas pouvoir utiliser tout ça, mais... vos enfants, ça va certainement les intéresser. » Non, je ne suis pas sûre. Et en fait, je pense que c'est d'une... Voilà, ils ne se sont jamais posé la question. C'est ça. C'était aussi une question de valeur interne, quoi. C'est-à-dire, c'est pas important, j'ai pas fait quelque chose Alors évidemment, c'est compliqué quand on est enfant de dire mais tu me raconterais ta vie quand l'autre commence en disant bah non, c'est pas intéressant. Mais si, c'est toujours passionnant. C'est tout, parce que c'est ce que disait Régine, c'est toujours une histoire unique. En plus, c'est l'histoire de sa famille dans ces cas-là. Donc c'est toujours important, mais ça permet de comprendre souvent plein de choses. Et puis c'est aussi la petite histoire qui va éclairer la grande, qui va permettre de la comprendre. Derrière tout ça, Aude, c'est aussi la question, justement la question. Poser des questions. Questionner. Et est-ce qu'on a des questions ? Oui, tout à fait, nous avons des questions, merci beaucoup. Alors notamment de Lala Ndiaye, qui est étudiante et qui nous dit « La transmission, c'est aussi après 65 ans. Comment valoriser une transmission plus formelle, plus conventionnelle, ne se limitant pas seulement à la famille ?» Mesdames, vos œuvres, que ce soit les podcasts ou que ce soit les livres, bien sûr qu'il y a une dimension familiale, mais ça peut aller au-delà. Enfin, les podcasts, ça va évidemment au-delà, mais aussi un ouvrage. Par définition, si on va à la FNAC, on achète rarement des livres de nos parents, en tous les cas pas moi. Donc quand on lit des transmissions, des biographies, des livres d'histoire d'une manière générale, effectivement, c'est des livres d'inconnus, entre guillemets. Donc oui, c'est faire entrer la petite histoire dans la grande histoire. Des histoires Mais après 65 ans, je suis un peu surprise qu'il y ait un âge comme ça... charnière pour... je pense que quelqu'un, peut-être à 20 ans, va avoir des choses à transmettre. Il n'y a pas forcément... Il ne faut pas attendre un grand âge pour penser vouloir offrir quelque chose de sa vie. Disons que l'âge venant, souvent, les expériences s'accumulent. C'est comme les années. Hein. Et c'est comme les années, Et voilà. oui, ça, c'est le côté positif des années. Exactement. Sophie Oui, puis il y a une certaine urgence. Moi, ce que je dis toujours, je dis attention, cette génération, elle est en train de partir. Et si on conserve pas, si on n'écrit pas, si on n'enregistre pas, cette mémoire-là, elle va partir avec les derniers locuteurs. Et c'est vrai que j'ai une phrase d'Amadou Hampâté-Bâ que vous devez connaître par cœur, qui est quand un vieillard il meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, mais pour moi, c'est une phrase qui me porte depuis toujours et auquel je crois beaucoup, quoi. Il y a un savoir chez chacun d'entre nous et qui est extrêmement important. Ne les laissons pas partir. Oui. Ne brûlons pas les vieillards. En tous les cas, moi, ce que je peux dire, c'est que la chose la plus magnifique qui arrive, c'est lorsque ce sont les petits-enfants qui nous contactent, nous, les passeurs d'histoire d'une manière générale,
pour dire je voudrais que mon grand-père, ma grand-mère écrivent ces mémoires parce que j'ai envie de savoir des choses pour moi plus grandes et pour garder ça pour mes propres enfants. Ça, c'est vraiment, c'est très touchant parce qu'effectivement, là, on se dit que ça y est, c'est gagné, quoi. Oui, puis c'est assez rare en fait, parce qu'on n'y pense pas. Eh ben quoi. non. On y pense rarement. Ah ben non. On y pense en général quand c'est trop tard. On se dit, mais c'est dommage, j'aurais dû demander à maman. Ça vient de plus en plus. Et alors en plus, dans ces cas-là, je dis, ben, vous vous embêtez pas, vous enregistrez. Au moins, ça se perd pas, quoi. Mais au moins, on a ça. Après, vous verrez ce que vous voulez en faire. Mais donc, je pense que finalement, les gens, avec les réseaux sociaux, avec la superficialité des relations, on vient à se dire que peut-être les relations d'avant où on discutait le soir comme l'arbre à palabre, hein, eh ben, c'était pas si mal, quoi. Peut-être. Enfin, moi, j'espère. Mais je suis une grande optimiste. Oui, mais enfin, y compris les temps que nous avons vécus, sont aussi des temps où les gens sont... Pour certains, ça leur a manqué justement, cette rencontre, cet échange. Le numérique et autres, super, mais simplement l'échange avec peu de personnes autour en prenant le temps a manqué aussi à plein de gens. Il y a plein de gens qui se sont dit, là maintenant, je vais en profiter. Peut-être des gens d'ailleurs qui ont découvert que justement, ils étaient loin de leurs parents, de leurs grands-parents, ils se disent, mais s'il se passe quelque chose, qu'est-ce qui va rester? Donc c'est vrai que ces moments un peu compliqués nous rendent aussi modestes et nous font aussi parfois redécouvrir tout cela, ouais. Ce besoin qu'on peut avoir de se dire s'ils partent, si ça se termine comme ça, qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce qui reste? Donc en effet, dans ces temps tragiques, d'une certaine façon, on reconnaît aussi le tragique de l'histoire. Oui. C'est-à-dire peut-être on en a besoin. On va d'abord écouter justement la petite présentation de la Voix des aînés. Oui, effectivement. Donc, on vous parle tout à l'heure de la Voix des aînés. Nous en sommes déjà à la 3e édition. Après, il était une fois les femmes, il était une fois les soignants. Nous nous sommes consacrés cette année aux métiers oubliés. Et Antoine Sanchez, qui est avec nous ce soir, est le héros du premier épisode, puisqu'il était radiotechnicien à Radio Tanger, justement. Voilà, donc je vous propose de découvrir le teaser général de cette 3e saison, dans laquelle on entend Antoine et d'autres résidents qui ont tous exercé des métiers oubliés. Bienvenue dans la Voix des aînés. Il était une fois les métiers. À ce moment-là, c'est les parents qui choisissaient. Hein. Il y en a, à 12 ans, ils étaient ouvriers agricoles. Ils partaient chez quelqu'un pour travailler. À l'heure où nos métiers sont bousculés par le confinement, où les visios ont remplacé les réunions en présentiel, où certains d'entre nous, de plus en plus nombreux, décident de changer de métier, nous avons eu envie de rencontrer des hommes et des femmes qui ont exercé des professions qui ont disparu. Le reporter lithographe, c'est un métier qui a disparu, dont on ne parlera plus jamais, je crois, pratiquement. Ou des métiers qui ont bien changé, comme le métier d'agriculteur. Travailler la terre, c'est avec des bœufs à ce moment-là. Et dans le nouveau temps, il y a eu des tracteurs après. Avec eux, nous avons parlé aussi des conditions de travail de l'époque. On travaillait à la journée, on était nourris. Puis le soir, on nous donnait le prix de la journée, c'était dans la journée. Et on découvrira des métiers qu'on croyait disparus et qui renaissent de leurs cendres. Et je me suis mariée après avec un récupérateur de ferraille, métaux, chiffons, plumes, etc. Un chiffonnier, qu'on appelait ça dans le temps. Maintenant, ils disent récupérateur, ça fait mieux. Voilà, et oui. Il était une fois les métiers, une série de 8 épisodes. Diffusé sur quoi? Sur Internet. À la demande d'un clic. Voilà. Et à la portée de tous. Exactement. Retrouvez La Voix des aînés sur le site de la Fondation Corian pour le bien vieillir et les plateformes de téléchargement. Alors, Monsieur Sanchez, vous avez dû vous entendre, alors peut-être pas avec les orages, mais quand Sophie est venue vous voir, pourquoi vous avez accepté finalement? Ça a été compliqué? Oui. Pardon? Oui. Pourquoi vous avez accepté? Non, pas du tout. Très agréable. Très agréable. Merci. Pour moi aussi. Et une dame qui connaît son affaire. Et ça m'a fait plaisir. Ah, très bien. Est-ce que, en quelques mots, puisque vous dites que c'est un métier assez ancien, qu'est-ce qui a le plus changé dans le métier aujourd'hui?
C'est-à-dire, non, le métier en lui-même n'a pas changé, mais c'est le matériel pour faire marcher ce métier qui a tout bouleversé. Hein? Maintenant, l'électronique, c'est pas du tout la même qu'il y a 30, 40 ou 50 ans. Ça, c'est logique. Hein? Oui. Mais la base du métier reste la même. La bonne oreille et les bons yeux. Voilà la base du preneur de son, madame. D'accord. Ah bon, on mettra ça comme définition pour les jeunes ingénieurs du son. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, monsieur, oui. Très joli métier. On va voir derrière vous sans Merci doute à vous, monsieur. Mesdames. C'est nous qui vous remercions. On va voir sans doute des photos de vous avec d'autres personnes à un moment ou un autre sur les écrans qui rappellent un peu une partie de vos activités. Alors, en attendant de voir les photos, en effet, oui. à Sophie et à Régine, je dirais, quand vous êtes allés voir les résidents, quand vous êtes allés voir les personnes pour le livre, pour les podcasts et autres, souvent les gens, ils se confient, ils se parlent. Est-ce que parfois même, peut-être parfois vous disent-ils que c'est la première fois qu'ils vous parlent de tel ou tel sujet? Est-ce qu'il y a eu ce type d'échange et de surprise d'une certaine manière? Alors ça, je l'ai eu sur la première série, mais c'était assez évident parce que c'était sur les femmes et c'était sur l'avortement et la contraception. C'est pas forcément des sujets avec lesquels on va raconter à ses enfants. Donc il s'est avéré une ou deux fois que des femmes m'ont dit oui, c'est la première fois que je raconte ça à quelqu'un. Mais ça, je pense que c'était lié à l'époque et puis au sujet. Ça m'est pas arrivé après. Après, moi, ce que j'aime beaucoup en interviewant des personnes qui ont un certain âge, c'est qu'on est tout de suite dans le vrai, on est tout de suite dans ce qui est essentiel. On ne va pas s'écouter parler. Souvent, quand on interviewe des gens plus jeunes, dans le métier, on dit s'écoute parler, quoi. Il n'est pas dans le vrai, il est dans la représentation. Et les personnes âgées, elles sont tout de suite dans le vrai et avec très peu de mots, elles vous disent l'essentiel. Et moi, je suis toujours étonnée à quel point elles le disent rapidement en plus. En une demi-heure, on a déjà tellement de choses. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en une demi-heure, on est capable déjà d'avoir des éléments de vie, quoi. Ouais, ça c'est vrai. Maintenant, dire que elles ont révélé des choses qu'elles n'auraient pas dites avant, ou un truc comme ça, moi je peux pas me permettre. D'abord parce qu'en plus c'était une période qui était compliquée. Parler avec des masques à des personnes âgées qui vont mal comprendre dans des pièces où je pouvais pas les voir forcément dans des chambres, en tous les cas pas dans tous les établissements, donc il y a du brouhaha tout le temps et c'est tant mieux, c'est la vie. Mais quoi qu'il en soit, ça n'est pas propice aux confidences entre guillemets. Les gens, ils ont besoin d'être dans le calme. Quand je dis les gens, je le dis exprès. Je veux dire, tout le monde a besoin de moments de tranquillité pour dire on va parler. Et là, c'était compliqué. Elle ne voyait pas mes sourires. Moi, je ne pouvais pas m'appuyer sur les leurs. J'avais pas la même émotion et je ne pouvais pas les rassurer. Donc, maintenant, c'est vrai que j'ai eu l'impression, et peut-être que j'ai envie de me rassurer moi-même et de me flatter, de flatter mon propre ego. J'ai eu l'impression, en tous les cas, que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas parlé de certains sujets. Alors moi, c'était Marseille, c'était le sujet imposé, entre guillemets, mais elles avaient l'impression de me dire, mais que ça fait du bien de reparler de tout ça. Parce que les familles, elles n'ont pas le temps quand elles viennent les voir. Et puis, en plus, avec le confinement, elles ne pouvaient pas venir. Mais même, elles n'ont pas le temps. Et puis, les personnes âgées ont l'impression d'avoir déjà raconté certains pans de leur vie à leurs enfants. Donc, ne le disent plus. Les enfants ont l'impression de tout savoir sur leurs parents. Donc, ne posent plus de questions. Et dans les établissements, le personnel n'a pas forcément le temps de s'asseoir et d'écouter les gens. Ce qui fait qu'il y a une erreur, voilà, sur le casting. Alors que souvent, il suffirait de prendre le temps. Je suis persuadée que si toi, tu t'amusais à prendre des podcasts, ou moi, à faire lire le témoignage de certains résidents, je ne suis pas certaine à 100% que les familles diraient « ça, c'est ma mère ». Est-ce qu'elle serait capable de reconnaître les mots d'une mère ou d'un père? Je n'en suis pas certaine. Donc peut-être qu'effectivement, il y a eu des confidences plus que ce que je pense.
en tout cas un plaisir de raconter, de se raconter, qui celui-là Ah ça, est, oui, bien sûr, est ça évident. leur manque Ouais. tellement. Voilà. Ça, rien que ça, c'est déjà beaucoup. Je vais me tourner vers Nadège qui nous suit au loin, mais tout près. Pareil, on l'évoquait tout à l'heure un petit peu, mais donc vous avez suivi les trois éditions, les 3 aventures du podcast. Là aussi, du coup, est-ce que ça a été écouté par les salariés? Qu'est-ce que vous en avez fait d'une certaine manière? Et comment ça a fait bouger l'établissement? C'est vrai que nous, on a eu effectivement la chance sur la Loubière de pouvoir lancer la première saison des podcasts qui était en fait, il était une fois les femmes, donc c'était pas un sujet facile sur tout point de vue. Dans un premier temps, afin de faire connaître le projet à l'ensemble de l'établissement, mais aussi auprès des familles, j'avais créé des petits flyers qui reprenaient les différents épisodes, comme des pochettes de disques avec le contenu des podcasts, les prénoms des participants, comme le proposait Sophie en fait sur les réseaux sociaux, mais en version papier. Et ces flyers, ils étaient à disposition des salariés et des familles sur l'établissement. Ils étaient à l'affichage et bien entendu, il y avait les liens de connexion pour pouvoir accéder et pouvoir les écouter. En second temps, on a organisé un après-midi autour de ce projet avec la diffusion en fait, la diffusion et l'écoute de ces épisodes, ce qui nous a permis ensuite de créer des groupes de parole au sein de l'établissement avec les résidents qui n'étaient pas forcément sur les podcasts, avec les familles concernées et les salariés du coup. Donc ça a permis aussi de connaître un petit peu les opinions de chacun. Donc les salariés, ils ont été très surpris et ils ont été très, très touchés par l'histoire de certains résidents parce que, comme je disais tout à l'heure, au-delà du soin, les résidents, quand ils arrivent, voilà, il y a des choses qu'on ne connaît pas encore d'eux. Et quand ils se dévoilent, ben, on arrive à voir le résident de manière différente, en fait. Et c'est très, très valorisant pour le résident. Il peut y avoir beaucoup d'échanges autour de ça. Il peut y avoir de la compassion, il peut y avoir... voilà, une empathie supplémentaire, il peut y avoir, enfin ouais, il y a plein d'autres choses. On se met vraiment à l'écoute du résident à ce moment-là, quand on a connu le passé qu'il a eu ou toutes les confidences qu'il a osé dévoiler. Par contre, pour ce qui concerne les familles, tout à l'heure, on disait qu'il n'y avait peut-être pas des choses, mais enfin, si Sophie, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y avait effectivement des résidents qui ont donné des qui se sont dévoilés et qui ont donné des confidences qui ont surpris beaucoup de familles. En fait, il y a eu des parents, des enfants, pardon, qui ont été surpris parce que leurs parents ont raconté, parce qu'ils étaient eux-mêmes pas au courant du tout. Et mais le résident lui-même a dit, je suis soulagé de l'avoir dit, même si c'est comme ça. Voilà, c'est peut-être des sujets tabous dans la famille, on ne sait pas. Mais en tout cas, ils étaient très contents et rassurés d'avoir pu le dire, au moins via un podcast. Merci beaucoup. C'est une manière aussi de rappeler, souvent il faut le redire, on voit la personne au tenté, on la voit parfois affaiblie, âgée, et souvent en oubliant tout ce qu'il y a eu avant. Et les gens ont l'impression qu'ils parlent à quelqu'un là qui est très très fragile et autre, et ils ne voient pas les 80, 90 ans, enfin les années d'avant. Et souvent c'est voilà. Un être humain, c'est une somme d'histoires, d'aventures, de peines, de chagrins, de joie. Voilà. Et souvent, on se focalise juste au dernier moment. Et d'ailleurs, à propos de se focaliser, de voir un peu, on passe derrière nous des images de Monsieur Sanchez. Alors, il y a sa carte d'identité, il y a, vous voyez, avec le magnéto de l'époque. Là, on le voit avec le roi du Maroc. Enfin, voilà. C'est amusant aussi de voir Monsieur Sanchez dans le suivi, parce que présent à l'époque en plus avec Grace Kelly. Là, et il a l'air d'être assez content d'être à côté de Grace Kelly. Visiblement, Radio Tanger, c'était sympa, hein, Monsieur Sanchez. Voilà, ça permettait, 1957, voilà, d'être. Donc c'est aussi ça, une histoire de vie, quoi. Et sans doute que dans l'établissement, les autres personnes, peut-être le personnel, n'avaient pas nécessairement idée de tout cela. Et c'est
quand même intéressant, quelqu'un qui peut vous raconter Grace Kelly en direct, quoi. Voilà, donc c'est aussi, c'est pareil, ce qu'on disait, c'est-à-dire que tout ce travail, cette notion de transmission, elle est là aussi, elle est dans ces moments-là. Alors justement, tout ça fait lien avec Pierre-Henri Tawayo. Pierre-Henri, là on vient d'écouter depuis un petit moment ces notions de transmission. On a vu aussi un des éléments très forts, c'est la notion de reconnaissance. Alors, aux philosophes et aux philosophes des âges que tu es, qu'est-ce que ça la représente, cette question de la transmission ? En fait, je pense qu'il faut bien voir qu'on a à la fois dans notre monde moderne une force et une faiblesse à l'égard de la transmission. On a l'habitude d'opposer deux types de sociétés, les sociétés traditionnelles où rien ne change, et puis les sociétés modernes où tout change tout le temps. C'est pas faux d'ailleurs. En effet, dans les sociétés traditionnelles, le passé est la source du sens. Donc, le but dans la vie, dans les sociétés traditionnelles, c'est d'hériter, d'imiter et de répéter. Voilà, il faut, le passé est sacré, il faut faire absolument comme on a toujours fait. Ce pourquoi d'ailleurs aussi, dans ces sociétés, il est très important de vieillir. Vieillir, c'est formidable parce qu'en vieillissant, on se rapproche de la source du sens. Donc on est plus près du vrai. Les sociétés modernes, à l'inverse, sont des sociétés qui sont structurées sur l'avenir. Donc les générations qui portent la valeur dans ces sociétés, c'est plutôt les enfants et les jeunes. Et du coup, on est un peu tenté, dans ces sociétés-là, que, comme on disait jadis, du passé faisons table rase. C'est-à-dire qu'après tout, on n'a pas besoin du passé, avançons, il faut toujours des idées nouvelles, des programmes nouveaux dans la politique, etc. Il faut innover tout le temps. On voit bien que les deux positions sont en fait très déraisonnables, parce que il faut beaucoup d'énergie pour empêcher l'innovation. Ça, c'était le problème des sociétés traditionnelles qui dépensaient beaucoup d'innovation, beaucoup d'énergie pour empêcher des idées nouvelles. Et puis pour nous, c'est pas très raisonnable de faire du passé table rase. Ça arrive parfois, hélas, dans des moments révolutionnaires, dans des moments totalitaires, on a tout saccagé. Voilà, en disant, on repart sur de basse scène, il faut créer l'homme nouveau. C'est très déraisonnable. En vérité, ce que nous sommes en train d'expérimenter, c'est que nous avons besoin du passé et de la transmission pour nous construire, pour réfléchir à qui l'on est. C'est absolument indispensable. Et c'est là où on pourrait distinguer la bonne et la mauvaise transmission. Parce qu'il y a une mauvaise transmission aussi. C'est pas simplement des mauvais gènes ou des... Vous voyez, le moment de l'héritage ou le testament où le vieux moribond sadique va voilà, donner la chose précieuse à l'enfant préféré et va en fait pourrir la vie familiale. Donc il y a une mauvaise transmission. Il faut aussi le dire. Et le critère entre la bonne et la mauvaise est en fait assez clair, je crois. Mais on peut le résumer à une formule. La mauvaise transmission, c'est celle qui rétrécit. La bonne transmission, c'est celle qui fait grandir. C'est ça, aujourd'hui. C'est celle qui fait grandir à la fois celui qui l'a fait, cette transmission, et celui à qui il s'adresse. Donc c'est une transmission qui vise effectivement l'avenir, qui met le passé à distance. C'est très important de mettre le passé à distance. C'est ce qu'on a fait dans la modernité avec les musées. On le met à distance, mais non pas pour le faire mourir, pour le réfléchir, pour se l'approprier et pour, d'une certaine façon, l'utiliser comme une sorte de tremplin. Et cette transmission-là, vous voyez, qui n'est pas la transmission traditionnelle, qui s'imposait comme un bloc, qui est choisi, qui est réfléchi, et qui est analysé, qui est bienveillante, et je trouve que tous les témoignages qu'on a eus aujourd'hui sont extraordinairement révélateurs de cette transmission qui sait aussi se faire discrète. On ne va pas raconter, radoter, etc. On attend que les questions viennent, et si elles ne viennent pas, bah, voilà, c'est dommage, mais tant pis. Et c'est souvent en effet les petits-enfants, ça saute une génération. Hein. Pour que la question arrive, il ne faut pas forcément vivre au quotidien ensemble. Il faut... un saut de génération, et c'est la petite fille, c'est le petit-fils qui va poser la question, et puis là, les enfants vont découvrir des choses totalement nouvelles, ou grâce aux médiateurs que vous avez présentés sur votre plateau, qui vont effectivement apprendre des choses, et on se dit, mais pourquoi je n'ai pas eu ce recul? J'ai pas eu ce recul en tant qu'enfant vis-à-vis de mes parents, parce que je vis constamment avec eux, et que, voilà, la vie fait que j'ai pas le temps, j'ai pas l'idée de me poser cette question. Mais quand on le fait, quel bonheur! Le lien se renforce, l'échange arrive, et on devient, c'est ça la magie de la transmission, c'est qu'on ne devient pas le vieux et le jeune, on devient adulte ensemble. Voilà. Et c'est ça la vraie relation. On vient adulte ensemble, on peut échanger, on est surpris parce que grand-père raconte son enfance, et d'une certaine façon,
l'enfant écoute l'enfance de son grand-père. Comme disait Victor Hugo, je termine par là, le grand avantage du grand âge, c'est d'avoir en plus de son âge, tous les âges. C'est ce qu'on appelle la pensée élargie. En fait, l'homme augmenté était là, et pas du tout dans les, dans les délires de certaines choses. Est-ce que dans la période là que nous avons vécue, avec ces catastrophes pandémiques et autres, est-ce que ça a renforcé, ou pas du tout, cette notion, cette importance, cette urgence, ou ce facteur de transmission? Ouais. Alors, contrairement, mais là je sais que Serge, nous partageons cette idée, c'est qu'il y a eu beaucoup de scénarios de guerre de génération, guerre des âges. C'est exactement le contraire que nous avons vécu. Justement parce que les liens devenaient plus compliqués, parce qu'ils n'étaient plus évidents, ils n'étaient plus spontanés, il a fallu les penser. Il a fallu les penser, il a fallu les travailler, il a fallu y réfléchir. Finalement, la visio montrait aussi qu'il fallait travailler ça, il fallait être attentif aux autres. C'est ça l'avantage des périodes de crise qui sont par ailleurs désastreuses, mais les périodes de crise nous permettent de réfléchir à ce à quoi nous tenons vraiment. Et je trouve que cette période-là a été, sur le plan de l'intergénérationnel, quelque chose d'extraordinaire. Et les mauvaises langues qui disent que ça a été une guerre des générations se trompent, mais absolument et totalement. Ça n'a pas été la guerre des générations, ça a été au contraire la découverte du caractère extrêmement précieux de ce lien intergénérationnel. Je crois que c'est un sujet sur lequel nous aurons à revenir largement. Merci beaucoup Pierre-Henri. On est, comme le dit Aude, on fait exploser le temps, donc on est un peu pris par tout ça. Mais merci encore d'être le grand témoin et d'avoir mis aussi cette perspective. Merci aussi à tout ce qui a pu être dit. Peut-être, Aude, en quelques mots, on est très serré dans le temps, mais peut-être sur la suite pour la Fondation. Alors la suite, donc on a une actualité très riche, donc avec la sortie du livre Territoire et mémoire de vie. Et quand même, je réponds à une question qui est posée dans le chat, s'il y aura d'autres initiatives sur d'autres territoires, et la réponse est oui. Donc on va faire un autre territoire et mémoire de vie, sans doute dans une autre ville. On l'espère cette année, mais voilà, on vous en redira plus. Alors, la 3e saison des podcasts, elle sera en ligne demain avec le premier épisode. Et donc, vous retrouverez Monsieur Antoine Sanchez à Radio Tanger dès demain sur le site de la Fondation et les plateformes de téléchargement. Et quant à nous, on se retrouve pour un prochain plateau de rentrée, mi-septembre, aux alentours du 16 septembre, si ma mémoire est bonne, où nous remettrons le 4e prix de la Fondation Corian, qui était consacré cette année à l'impact positif des établissements sur leur territoire. Et ce sera également la thématique du prochain plateau. Merci beaucoup, Aude. Alors, merci à vous deux. Je vais vous proposer de laisser la place et je vais demander à une autre Sophie de bien vouloir nous rejoindre pour donner le mot de conclusion à la fois de ce plateau et d'une certaine manière de l'année. Merci beaucoup, Serge. Bonsoir à tous. Merci de nous suivre régulièrement pour ces plateaux et merci à Serge et à Aude d'avoir animé tout au long de l'année ce format virtuel qui était nouveau pour nous et auquel on s'est finalement habitué. Et je voudrais dire à quel point je suis heureuse et émue que notre nouvelle, c'est maintenant la 4e saison de ces plateaux, se termine finalement en bouclant la boucle d'une très belle initiative qui est née du premier prix de notre fondation, n'est-ce pas, chère Sophie, lorsque nous avons primé un projet de mémoire orale qui n'avait rien à voir avec nous, qui est né sur le plateau du Rouergue, dans les villages du Rouergue, et que de fil en aiguille, nous nous sommes dit que les podcasts et la mémoire orale pouvaient peut-être trouver une résonance dans nos réseaux de maisons de retraite, et qu'on l'a du coup proposé au réseau d'établissements, et que finalement ça a fait école, ça a fait des petits. Je crois que c'est ce que la Fondation permet de faire par du dialogue, par des échanges, par des rencontres. Et je crois vraiment que c'est une belle manière de boucler l'année et une belle manière, un beau salut aussi, Serge, pour le travail que vous faites mois après mois à travers la Fondation.
Et sur cette 3e saison maintenant des podcasts, eh bien, on voit à quel point finalement le rôle des soignants en établissement, notre rôle en tant qu'entreprise de soins au service du grand âge, des fragilités, c'est très fortement d'être des facilitateurs, d'être des aidants, finalement de permettre à ces moments de transmission ou de révélation de se faire des petites choses. J'ai été très très touchée d'entendre la manière dont la parole s'est libérée à Marseille dans l'établissement par petits pas successifs. Et je crois que c'est assez illustratif de ce que, en tout cas, je m'adresse à tous les soignants et toutes les équipes des établissements qui sont là ce soir. C'est assez illustratif de ce que vous faites par petits pas, par petits cailloux, finalement, de permettre les choses, d'être là au bon moment, de passer aussi la parole au sein des familles, entre les proches. Et c'est ce qui fait, je crois, tout le sens, la richesse et la délicatesse aussi de votre mission. Et merci et bravo pour cela. Et donc on se retrouve après l'été, que je vous souhaite reposant et léger, en tout cas plus que ces dernières semaines, pour reprendre une nouvelle saison de nos plateaux, probablement dans un format mixte, c'est-à-dire des vrais plateaux avec des vraies personnes, pour celles et ceux qui ont la chance d'être à Paris, mais aussi régulièrement des formats virtuels qui nous permettent de communiquer très facilement à travers le réseau. Merci à tous et à très bientôt au mois de septembre.